Non, elle n'est pas une idéologie de trop, parce qu'elle est le propre de chaque être humain qui se trouve toujours en apprentissage perpétuel au cours de sa vie sur Terre. Pur bon sens, n'est-ce pas? Pour ma part, je pense que si le mot idéologie fait peur, c'est à cause du XXe siècle surtout, qui a vraiment été son tombeau, pour ne pas dire l'assassin des idéologies, en les ayant mal utilisées, pour ne pas dire en les ayant mises en pratique de manière assez criminelle et même génocidaire. Sinon, les idéologies n'ont jamais été mauvaises en soi, mais plutôt passionnantes. Les idéologies ont toujours été passionnantes à mon sens, si ce n'est la mauvaise interprétation qu'on a été fait, c'est-à-dire la mauvaise interprétation euh, qui a collé aux idéologies. Et cela au XXe siècle surtout, car le XIXe siècle, comme on peut le revoir en faisant un retour aux sources, on a fait son fleuron, notamment avec leur esthétisme pur dans les règles de l'art. Le mot idéologie en soi, c'est même un beau mot. On parle des idéaux, avoir un idéal et avoir aussi des idéaux, et puis il y a le mot idée dedans. Et il y a le mot idéologie, le discours, le logos sur les idées. Une science des idées. Pourquoi une science serait mauvaise en ce moment-là? Ce n'est qu'une science sans conscience qui est ruine de l'homme. C'est en cela que les idéologies sont tombées en ruine. Ils sont devenus des ruines, des gouffres. Mais l'idéologie, le mot lui-même et les idéologies ont été un bel art au XIXe siècle. On peut citer les concepts comme libéralisme, capitalisme, socialisme, communisme, romantisme, dandisme, fordisme, taylorisme, ça rime, les amis. Et tout le temps, au XXe siècle, voilà, avec la dénaturation, et on veut imiter coûte que coûte. On veut créer des ismes sur les noms d'autres personnes, même très peu valorisants ou bien valorisantes ou valorisées, juste à cause de leur action politique, bon, qui sera peut-être oubliée quelque part. Mais le concept esthétisme est l'un des vrais rescapés des ismes qui ont survécu donc au XXe siècle. Et ce concept esthétisme, c'est l'art en soi. Et ainsi, il a pu survivre au XXe siècle par l'art et avec l'art. Disons même dans l'art de la métamorphose qui n'a d'égal que l'inouïe inventivité humaine. Soit on peut concevoir, je peux considérer que le concept a dû se transformer, peut-être pas se galvauder complètement. Il s'est peut-être transformé avec le siècle de la communication dans lequel nous vivons, via les nanotechnologies notamment, mais il est toujours bien présent, pour ne pas dire plus que jamais présent dans les modes de vie. Et la mode étant aussi vieille que la terre des hommes, du moins on sait que la mode va et vient. Elle passe de mode, mais revient toujours à la mode. Avec des modes qui diffèrent les unes des autres et les uns des autres. Comprenez ce mot mode. Et je voulais dire en dernier ressort, modalité. Mais il résiste l'athlétisme. L'esthétisme résiste au temps qui passe. Ne dit-on pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil?
et que tout est en perpétuel recommencement, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Ce n'est un secret pour personne tout ça. On peut donc bien retourner boire à la source avec la flévitude. On peut faire librement un retour aux sources des valeurs qui ont constitué l'humanité, sans se laisser, bien entendu, dicter sa conduite par quelques monopoleurs, toujours animés par la mauvaise foi et les ambitions de posséder toujours plus au détriment des autres, jusqu'à commencer même à vouloir fuir les autres, en essayant d'aller cacher leurs biens, leurs propriétés, je ne sais pas, leurs éléments éphémères sur Mars. Qui sait? Vanité des vanités. Parlons peu, parlons bien. Qui avait plus intérêt à soutenir la thèse de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama au point de la rendre plus populaire que le mot popularité, même s'il y avait de la pertinence dedans, sur la planète Terre et sur le jeu politique, la politique, la géopolitique en soi. Je pense que c'est plus les monopoleurs qui se sont mis dans cette posture-là de soutenir. Et voilà, les monopoleurs, c'est tous les gothas, tout le litisme possible. Le litisme est constitué par ceux-là même qui croient que tout doit passer toujours par eux pour être pertinent. Non, les amis. La flévitude ne fait pas dans ces eaux stagnantes-là. Ces eaux sont mères de conservatisme, ces eaux stagnantes. Et nous savons que la flévitude est un mouvement. La flévitude est mouvement elle-même. La flévitude est changement. La flévitude est dynamique comme le fleuve qui coulera toujours jusqu'à la fin des temps. Nous avons trouvé le fleuve, les amis. Nous avons trouvé le fleuve et nous le laisserons. Alors, d'où vient que c'est à nous de proclamer la fin de l'histoire? Nous n'en sommes pas capables en tant qu'êtres humains. Toujours soumis au bon vouloir de la nature et de ses aléas, pourtant. Comment pouvons-nous être capables, nous, de décréter la fin de l'histoire, la proclamer, la prophétiser comme dogme? Ma parole. La fin de l'histoire, la fin de l'histoire, la fin des idéologies. En fait, tout doit être décrété, fini, quand moi, qui me trouve être monopoleur, je décide que cela soit fini. Parce que cela n'arrange pas mes affaires. Ok, non. Donc, j'ai pillé, j'ai affamé, j'ai violé, j'ai volé. Et puis quand il faut qu'on utilise les ismes de l'histoire contre moi, alors non, je décrète la fin de l'histoire. Et cela unilatéralement. Eh bien non. Les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes encore là, disent les opprimés, les damnés de la faim. Coucou! À moins que les monopoleurs finissent tout le monde et en finissant aussi tout le monde, ce qui est chose impossible en fait, puisque en finissant tout le monde, eh bien, ils devront y passer eux-mêmes aussi, en voulant finir avec tous. Par exemple, avec la bombe à neutrons, comme ils ont l'habitude de toujours vouloir neutraliser les autres. Les êtres humains
rebrousse chemin, en fait. Avec les yeux grands ouverts sur l'Afrique, mais pas toujours pour les mêmes intérêts, nous le savons. Un constat historique montre sans conteste que sur les planisphères, la carte de l'Afrique a toujours occupé le centre du globe. Ce n'est donc que normal d'observer ce mouvement de retour aux sources que la flévitude définit comme creuser des pensées universelles en étant au fond elle-même la civilisation de l'universel ou encore le point de convergence de toutes les cultures et de toutes les civilisations qui devraient mouvoir ensemble dans le respect des équilibres et des écosystèmes planétaires. Cela dans une logique de gagnant-gagnant ou perdant-perdant et non des logiques paradoxales comme qui perd gagne, qui n'a rien gagne tout, qui a tout ne gagne rien. De toute façon, on voit bien que la flévitude n'est pas faite dans le suffixe isme, et la flévitude ne fait pas non plus dans les ismes qui ont toujours caractérisé les idéologies quasiment dans toute l'histoire. En fait, composé par l'union de fleuve et attitude, la flévitude porte un TUDE dans sa terminaison comme attitude, habitude, étude, complétude, plénitude, certitude, inquiétude. La flévitude est une certitude dont on ne devrait pas se méfier parce qu'elle prône la liberté pour tous. Enfin, elle porte la terminaison ITUDE comme négritude, le concept conçu par le baobab Aimé Césaire. Et la flévitude, en quelque sorte, fait le pont entre la négritude et la blanchitude, entre guillemets, sur la scène de la terre, en mettant au centre de sa conception Paris et son quartier latin. Paris étant le centre de gravité de ce pont entre le nord et le sud, déjà prôné par le premier écrivain congolais Jean Malonga dans son livre Cœur d'Arienne, lorsqu'il parlait de l'universalisme, il parlait de l'universalité ou bien de la paix universelle ou aussi fraternité universelle. Une fois de plus, ma réponse est non, la flévitude n'est pas une idéologie de trop. Et pour abonder dans le même sens, il y a aussi un concept que nous mettons en exergue, que nous faisons émerger là à l'instant, la guerre chaude. Voilà, la guerre chaude que nous voulons mettre à la portée de toutes les sensibilités intellectuelles pour attirer l'attention des uns et des autres. Oui, la guerre chaude. Je ne sais pas qui avait inventé le concept de la guerre froide, mais nous y avons adhéré d'une manière ou d'une autre. Nous l'avions même intégré dans notre culture générale, où il avait été intégré même, pour bien l'exprimer, à nos apprentissages, notamment en histoire. Et il est encore aujourd'hui usité pour rendre compte de l'histoire du XXe siècle, surtout au XXIe siècle. Et nous l'avons utilisé.
Tous, nous l'avons tous utilisé. Je l'ai utilisé, vous l'avez utilisé, ils l'ont utilisé sans se poser de questions comme des questions du genre d'où il sortait ce concept de la guerre froide, qui en a été l'auteur, quand il a été lancé, qui l'a lancé pour la première fois comme expression qui devait faire date sur la réalité bien fumiste, une réalité occidentale qu'on allait mondialiser, une réalité de l'arrogance humaine et de l'hégémonisme total que l'Afrique ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Tout ce qui nous y a intéressé en employant ce terme, la guerre froide, ça a été sa pertinence, par exemple, la pertinence avec laquelle ce concept pouvait illustrer les conflits politiques entre les États coupés en deux blocs et ces États toujours hégémoniques et dominateurs avaient imposé à la planète et ils s'imposaient à la planète avec tout leur poids et leur impérialisme qui finissait, avant de voir aussi la notion des pays non alignés, une notion qui a émergé de quelque part comme une forme de résistance silencieuse à l'Occident, en optant pour une forme de neutralité en quelque sorte. Tout ce que nous savons, c'est que le terme culture générale est rentré dans nos habitudes aussi. Les notions d'école, de révolution industrielle et toutes ces autres notions qu'on avait intégrées dans nos apprentissages un jour et le long de notre cursus. Nous sommes nous seulement demandé, poser la question de savoir qui les avait inventés ou qui était derrière ces notions avant de les utiliser. Les concepts devraient nous interroger. Est-ce que les concepts devraient être utilisables et opérationnels que lorsqu'ils ont le soutien ou l'adhésion de l'Occident? Nous devons nous référer à l'histoire, nous devons interroger l'histoire des concepts qui ont existé et qui existent encore dans notre culture générale, dans le patrimoine culturel planétaire. Je sais déjà que les chantres de la flévitude répondraient tous de concert par non. Il suffit pour s'en rendre compte de voir toutes les intellections nombreuses pensées par ces chantres, avec leurs pensées multiformes, bien lumineuses et éclairantes qu'ils produisent au quotidien autour du concept de la flévitude et en rapport au concept de la flévitude. Et c'est croire que nous, chantres de la flévitude, avons tous la main verte, une façon de parler. Voilà une autre expression, avoir la main verte. Voilà une expression que nous utilisons sans savoir forcément qui l'a usité pour la première fois et pourquoi il l'a usiné au point d'en faire un produit de consommation pour tous et digérable même, puisque nous digérons le mot
nous utilisons ce mot sans nous poser des questions. Il y a plein d'expressions comme cela que nous utilisons au quotidien sans forcément que nous nous questionnions sur leur hauteur. Comme plus récemment en France, où on parle du concept Black Friday venu des États-Unis, et concept qui rappelle aussi Black Thursday, par exemple le jeudi noir. Le jeudi noir de 1929, qui lui-même rappelle, pour certaines sensibilités, un certain vendredi de la vente au rabais d'esclaves noirs en Amérique. Même les expressions qui ont un impact négatif sur les apprentissages sont tolérées. Et donc la flévitude aurait-elle un impact négatif dans les apprentissages? Enfin, quand ils viennent de l'Occident, on les tolère. Voilà, quand les concepts sont fomentés, montés, deux fois manigancés par l'Occident, voilà, ils sont soutenus d'abord par les Occidentaux et qui se donnent les moyens de leur politique. Et on en connaît forcément des tonnes. Et qu'on exhibe à gauche, à droite, un peu comme acculturé culturellement sur le point de l'identité. Deux fois nions nos propres racines, coupons nos propres racines, nous dénions nous-mêmes, nions nos propres sources, nos propres origines par honte ou je ne sais quoi. Mais on a toujours des racines quelque part, on vient toujours de quelque part. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai toujours dit que le monde n'existe pas. Et le monde n'a pas de racines. Et il n'y a que la terre qui a de racines. Nous enracinons quelque part pour porter du fruit. Celui qui veut porter du fruit doit entretenir ses racines. Et nous partons toujours de quelque part. Le monde en soi est générique. Peu importe le fait de cultiver ceci à gauche ou à droite, on ne va pas cultiver dans les airs ou dans le vide du monde, on va cultiver toujours sur terre. Et nous exhibons des mots raffinés, rares, des langues, juste par pur exhibitionnisme intellectuel quelquefois, ce que nous appellerons aussi dans notre langage jargon à nous, matalana total, du m'as-tu vu, du me vaut-tu, je tue moi. Et c'est ça que les gens disent. Et ils utilisent des expressions tokodondo, tokodondo. Mais oui, mais ce sont des termes arrogants pour rien. Quelquefois, vides de pertinence ou bien d'impact positif sur les autres. Voilà qu'au XXIe siècle, eh ben, on est en train d'utiliser des termes qui arrangent les uns pour noyer les autres. Les Occidentaux sont des expatriés quand ils vont vivre hors de leur patrie respective ou de leur pays, disons. Mais les Africains et tutti quanti sont immigrés ou migrants avec toutes les connotations péjoratives qui vont avec. Eh bien, j'avais lancé ce concept de la flévitude pour faire converger toutes les bonnes idées. Tout comme je lance ici le concept de la guerre chaude parce que la guerre a été déportée vers l'Afrique. Son épicentre est sur l'Afrique.
Et c'est aussi en Afrique qu'elle va se noyer au cours de ce 21e siècle, qu'elle soit froide ou chaude. Voilà, peu importe quelle couleur elle porte. Car nous considérons même par fleuvitude, je veux dire retour aux sources, que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Donc le siècle de la vérité, le siècle de la justice. Et le 21e siècle sera donc le siècle de l'Afrique ou ne sera pas du tout. C'est dire que c'est comme cela qu'il sera étudié par la postérité. Il sera le siècle de l'Afrique. Cela prendra peut-être même le temps que cela prendra, courant ce siècle. Mais cela arrivera. Cela finira par arriver. La géopolitique s'est à nouveau recentrée sur l'Afrique. Et cela est bel et bien perçu par tous ceux qui voient, bien sûr, ou qui ne font pas semblant de regarder ailleurs. D'autant plus que le dragon chinois s'est emparé de l'Afrique et a posé ses griffes sur l'Afrique. On voit même comment les poupées russes maintenant commencent à préférer l'Afrique comme terrain de jeu, comme lieu de distribution ou de redistribution de cartes, lieu de diffusion ou de propagation de leurs jouets. Et pendant ce temps, les Africains peinent à définir leur statut par eux-mêmes sur l'échiquier politique international. Même avec un panafricanisme décrété, ou une négritude devenue vieille chanson pour plusieurs d'entre eux aussi, et débridée, jetée aux orties grecques. Mais à ce jeu-là, nous connaissons les maîtres planétaires qui tirent les ficelles derrière. Pourtant, l'Afrique en a produit des prodiges, des maîtres braves. On a eu des Lumumba, des Barthélemy Boganda et autres. Et même dans ce jeu d'échecs dont je fais allusion là, il y a même une jeune africaine prodige qui a remporté des compétitions, qui est devenue une icône dans son pays. Eh bien, quelle est la préférence des Africains? Eh bien, ils sont préférés laisser devenir ces icônes-là, laisser ces icônes devenir les décors de maison ou des lauriers tout simplement. Alors même qu'il ne faut pas dormir sur ces lauriers, mais plutôt s'y réveiller pour aller affronter la journée, s'y réveiller pour de bon, et une fois pour toutes. Et nous savons que la flévitude œuvre à cela depuis un certain temps maintenant. La flévitude s'emploie notamment à quêter les équilibres en optant à combattre les déséquilibres et les inégalités. Donc la balance déséquilibrée de l'injustice. Et pour pallier cette carence, dans une façon de mener une lutte planétarisée, nous avons opté pour rafraîchir la mémoire à tous en disant à tous et à tous les habitants de la Terre que nous sommes tous africains par principe. Donc tous concernés par les problèmes de l'Afrique d'une manière ou d'une autre, puisque tous nos ancêtres et tous les ancêtres qui ont peuplé la planète Terre provenaient de l'Afrique. Et par ricochet, tous les problèmes de racisme, de xénophobie ou d'immigration n'en seront plus si vraiment nous pouvons tous reconnaître
que nous sommes tous africains, peu importe la couleur de notre peau, car le sang qui coule dans toutes nos veines est rouge, qu'on soit asiatique, européen, africain. Comment expliquer que l'Afrique, le continent mère, qui est pourvu si richement en bassins d'eau, à foison même par la Providence, soit le continent le moins éclairé de la planète, pire, le moins alimenté en eau potable et en électricité. Deux problèmes qui se posent maintenant de plus en plus avec acuité sur toute l'Afrique, en dépit de moult interventions techniques qui n'ont de cesse de rivaliser en nombre. Mais il faut dire que les Africains n'ont pas une bonne intelligence économique. Et ils laissent leurs grosses œuvres, leurs grands travaux toujours aux concurrents. Économiquement, c'est très bas. Alors qu'ils ont formé des grands économistes qui ne demandent qu'à mettre la main à la pâte ou le pied à l'étrier ou à se brouiller. Comme disent les Occidentaux ou les Français, la main dans le cambouis. Tous sont bureaucrates, de plus en plus, même agronomes bureaucrates. C'est à ce niveau-là que nous faisons simplement appel au bon sens. L'autre nom de la flévitude, notamment pour attirer l'attention des concernés. Notre maison brûle et nous chantons. C'est d'autant plus grave que la guerre de l'eau est déjà à nos portes. Avec les changements climatiques que cela engendre, changements climatiques qui n'ont que faire des COP de ceci, des COP numéro combien, et des G, je ne sais de quel G, point G ou quoi, de tous les G possibles en majuscule, là, que les plus grands pollueurs de la planète refusent royalement de suivre par pur hégémonisme. Voilà, ils refusent d'en suivre d'ailleurs les conclusions pour mieux continuer à mener la course en tête en faisant des chantages aux autres, la tête dans le sable. Ah, en voilà un autre. Cela nous enseigne simplement qu'il nous faut bien de concepts différents pour mieux définir et expliquer certaines réalités dynamiques, que l'on y adhère ou pas. Dans ce sens, on peut répondre par l'affirmative que oui, la flévitude est aussi fait aussi dans le développement durable, pour ne pas dire de manière plus pertinente que le développement durable fait aussi dans la flévitude. Nous voulons seulement éviter l'anachronisme. Voilà, c'est pour cela que le développement durable ayant existé concrètement avant la flévitude comme concept, donc on peut effectivement admettre que la flévitude fait aussi dans le développement durable. Et si la flévitude lutte contre les déséquilibres planétaires, elle est dans la même voie que les tenants du développement durable qui peuvent, quant à eux, en faire usage, donc faire usage de la flévitude en mode discours, action avec amplitude. La flévitude est pour le partage des richesses de la terre en toute équité. Et cela, comme le veut aussi le commerce équitable dans le développement durable. Ainsi, nous préconisons un commerce équitable des idées et de la propriété intellectuelle sans discrimination ni racisme dans l'action ou dans la réalité. Une anecdote, tenez. L'inventeur du procédé botanique de transformation de la vanille, c'était un noir esclave de l'île de la Réunion, voilà, du nom d'Edmond Albius. Mais son nom n'est jamais entré dans l'histoire. Et il y a plein de cas comme ça.
qui toujours sont manigancés pour faire croire à l'humanité que l'homme africain, voilà, entre guillemets, n'est pas assez entré dans l'histoire. Si l'homme africain n'était pas sorti du berceau de l'humanité, il n'y aurait certainement pas eu un homme européen, un homme asiatique ou un homme américain. C'est prouvé dans l'histoire par les hommes de science qui sont peut-être même pas des hommes africains, entre guillemets. La flévitude vise donc, entre autres, à démonter de tels pensums, à les démonter au passage avec ces eaux drainantes, bien sûr, ces eaux qui drainent pour réconcilier les êtres humains entre eux-mêmes. D'abord, réconcilier les êtres humains avec eux-mêmes, et puis les réconcilier entre eux-mêmes. Parce que nous sommes tous les mêmes, en dépit des frontières inventées entre pays qui, bien sûr, n'ont pas toujours existé. Puisqu'il n'y avait pas toujours des États, voilà, comme nous les avons aujourd'hui. Bien entendu, la flévitude est par essence absence de frontières et de barrières de toutes sortes. Donc, pour le libre échange, tout en veillant sur les équilibres planétaires, bien sûr. Et cela d'autant plus que les eaux n'ont pas de frontières entre elles. Ainsi, le fait de mettre trop de pression sur les gens, sur les êtres humains qui se dépatouillent pour s'en sortir, eh bien, ça finit par faire exploser les digues de partout. Et nous, dans la flévitude, nous avons l'habitude de dire, les temps sont sur les ponts et non derrière les murs, comme les murs qui se font ériger maintenant. Il y a eu le mur de Berlin qui est tombé avec la guerre froide. Voilà, avec la guerre chaude, là, voilà, et on fait maintenant la guerre à l'immigration. La guerre aux êtres humains. Les êtres vivants qui ont le sang chaud qui bouge dans leurs veines et qui, par instinct de survie, sont en train de courir vers d'autres frontières. Et ils sont aux portes des États-Unis. Et on parle des frontières, frontières, toujours frontières. Nous n'arrêtons pas de marteler sur cet aspect dans les colloques auxquels nous sommes invités, que les temps sont sur les ponts et non derrière les murs. Il y a des livres sans frontières, il y a des médecins sans frontières, et les produits sans frontières, et voilà, la libre circulation des biens et services, et celle des êtres humains alors. C'est pourquoi le problème de l'immigration est un faux problème, ou plutôt un autre problème, celui de l'égoïsme et du manque de partage des richesses planétaires, qui pousse les gens lésés à migrer vers où les eaux leur semblent bien paisibles et douces. Et tout au moins pour eux, hein, parce que c'est pas toujours valable que ailleurs c'est mieux. Nous savons que le gazon est toujours plus vert chez le voisin, comme disait Jacques Salomé, ou encore qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Ou bien encore, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, selon que le dit la sagesse populaire. Et même un proverbe africain dit, le poisson ne suit que le courant qui le lui rend bien. C'est tout comme chaque être humain est guidé par ses intérêts ou ses centres d'intérêt. Et il veille à les sauvegarder, et ce qui est de bonne guerre du reste, pourvu que cela soit fait en toute humanité et bon sens. Je veux dire dans les règles de l'art, comme pour ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Car point n'est besoin de toujours chercher à diaboliser les autres pour exister. Question d'altruisme et d'hygiène mentale. Tout simplement comme le fleuve,
je veux dire, en organisant le plus naturellement possible et autant que faire se peut, des ateliers, des conférences, des tables rondes et des colloques autour de la flévitude. Partout où l'on se trouve, en y invitant les promoteurs de cette dynamique qui, bien entendu, sont aussi disséminés partout sur la planète comme des graines et joignables facilement via les réseaux sociaux, notamment dans les groupes d'échange sur la flévitude qui sont d'ailleurs ouverts à tous. Il existe également les livres diffusés par les éditions de la flévitude, et cela depuis 2017, et diffusé aussi par d'autres éditeurs que l'on peut se procurer auprès d'eux directement pour découvrir encore plus la flévitude de manière passionnante, et aussi le livre Négritude et flévitude de l'écrivaine et critique littéraire Lise Kiyindou, bien en vue sur les places intellectuelles, et, et demeure un incontournable, un livre incontournable de la critique littéraire pour le moment sur la négritude et sur la flévitude, je veux dire, qui est expliquée en compagnie avec la négritude, en complémentarité d'ailleurs.